Le jour de mon mariage, j'ai découvert que la table 1 avait été remplacée. 9 sièges étaient occupés par sa famille pendant que mes parents restaient debout dans le couloir. Sa mère a ricané, ils ont l'air pauvres, et il a approuvé. Alors, j'ai pris le microphone et je l'ai ruiné devant 175 invités. Je m'appelle René Callaway. J'ai 31 ans. Et le jour de mon mariage, j'ai trouvé ma mère debout dans un couloir, tenant son sac à main à 2 mains, comme elle le fait quand elle ne sait pas quoi faire d'elle-même parce qu'il n'y avait aucune chaise pour elle près de l'avant de cette salle. La table 1. C'est là que mes parents devaient être. Juste là, au premier rang et au centre, où s'assoient les familles de la mariée et du marié. Là où les personnes qui vous ont élevé, qui ont fait des sacrifices pour vous, qui ont repassé leurs meilleurs vêtements et conduit 3 heures pour vous voir vous marier, doivent être. C'est là qu'est leur place. Au lieu de cela, j'ai trouvé leur nom sur un carton plié à la table 16. L'absolue dernière table, cachée derrière un pilier, à moitié dissimulée par un porte-manteau portable, avec un plafonnier clignotant que personne n'avait pris la peine de remplacer. Et quand j'ai trouvé mon mari, quand je l'ai regardé dans les yeux et lui ai demandé pourquoi, il a dit une chose que je ne pourrai jamais oublier pour le reste de ma vie. J'étais debout dans ce couloir dans ma robe de mariée, 175 invités attendant de l'autre côté de ces portes. Et j'ai pris une décision en environ 45 secondes que certains qualifieront d'imprudente, que d'autres qualifieront de courageuse, et que certains, ceux qui ont déjà vu leurs parents être discrètement effacés d'une pièce, appelleront simplement nécessaire. Ce que j'ai fait, ce qu'il a dit, ce qui est arrivé à la réputation de sa famille dans les semaines qui ont suivi. C'est l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Avant de le faire, si vous avez déjà vu quelqu'un traiter votre famille comme si elle était inférieure, restez avec moi, car cette histoire est pour vous. Laissez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Je veux savoir qui est là à m'écouter. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du 7 septembre. Le dernier matin où je me suis réveillé en tant que fiancé de Marcus Haye. Danton, Géorgie. Une population d'environ 12 000 habitants si l'on compte le comté. Le genre de ville où le restaurant de la rue principale n'a pas changé son menu depuis 1987, et où tout le monde se présente au même programme de Noël de l'église, même s'ils n'ont pas assisté à un office depuis Pâques. J'ai grandi sur Clovey Road, dans une maison de plain-pied que mes parents ont louée pendant 22 ans avant de finalement rassembler assez d'argent pour l'acheter comptant. Le jour où l'acte de propriété est arrivé, mon père, Earl Callaway, a préparé des gaufres. Pas parce que c'était un repas de grande occasion. Mais parce que les gaufres étaient ce qu'il préparait quand quelque chose valait la peine d'être célébré et que l'argent manquait. Mon père a conduit un bus scolaire pendant 31 ans. L'itinéraire de bus 14. Il connaissait l'arrêt de chaque enfant, le nom de chaque parent, chaque raccourci quand le passage à niveau bloquait la circulation sur Maple. Il avait une mauvaise épaule à cause d'un accident survenu au début de la quarantaine, mais je ne l'ai jamais entendu se porter pâle un jour d'école. Il rentrait à la maison l'après-midi, garait le bus au dépôt, franchissait la porte arrière et me demandait « Quelqu'un t'a causé des problèmes aujourd'hui ?» Non pas parce qu'il était surprotecteur, mais parce qu'il voulait sincèrement le savoir. Il voulait être présent. Ma mère, Gloria, a travaillé à l'accueil du département de la santé du comté pendant 26 ans. Elle aidait les gens à faire une demande d'assurance maladie, à naviguer dans les programmes d'assistance pour les médicaments sur ordonnance, à remplir des formulaires qu'ils ne comprenaient pas dans une langue qui n'était pas la leur. Elle ramenait à la maison les problèmes des autres comme certains ramènent les restes de repas. Pas de manière dramatique, juste calmement, portant des choses qu'elle ne pouvait pas laisser à la porte. Nous ne luttions pas pour survivre, mais nous n'étions pas à l'aise non plus. Il y a eu des années où l'immatriculation de la voiture était repoussée à la 2e semaine du mois. Des années où les achats de la rentrée scolaire se faisaient à la vente de charité de l'église. Mais la maison était toujours chaleureuse. La table avait toujours de la nourriture. Et aucun de mes parents ne m'a jamais fait sentir qu'il me manquait quelque chose d'important. Je me suis payé mes études d'infirmière grâce à une combinaison d'aide financière, d'un travail à temps partiel dans une épicerie et d'une pure obstination. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai accepté un poste à l'hôpital régional, j'ai remboursé mes prêts à 29 ans. J'ai construit cela. Mais les personnes qui m'ont appris à continuer quand les choses devenaient difficiles, c'était Earl et Gloria Callaway. Cette fondation était la leur. Je pensais que quiconque m'aimait le verrait. Je pensais que c'était évident. J'avais tort. J'ai rencontré Marcus Haye lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital. Il était là parce que sa famille avait fait un don.
J'étais là parce que j'y travaillais. Il était grand, facile à la conversation, le genre d'homme qui établit un contact visuel quand il écoute et se penche vers vous comme si ce que vous disiez était la chose la plus intéressante de la pièce. Nous sommes sortis ensemble pendant 18 mois. Il était attentionné, prévenant, le genre de personne qui se souvenait des petits détails. Il a conduit un jour pendant 40 minutes pour m'apporter un café avant une double garde. Il m'a dit très tôt qu'il admirait à quel point j'avais travaillé dur, que mes origines étaient une force, pas une simple note de bas de page. Je l'ai cru parce que j'en avais envie et aussi parce que rien n'avait prouvé le contraire. Pas encore. La famille a été la version de Danton de l'ancienne richesse. L'immobilier commercial, depuis 2 générations. Le père de Marcus, Douglas, dirigeait l'entreprise. Sa mère, Pamela, était le genre de femme qui présidait des comités et organisait des événements. Elle portait de la soie lors de dîners décontractés, dirigeait chaque pièce dans laquelle elle entrait et saluait les gens avec une chaleur techniquement parfaite, mais jamais réellement chaleureuse. La première fois que j'ai amené mes parents pour les rencontrer, Pamela a serré ma mère dans ses bras et a dit « C'est merveilleux. » « Et que faites-vous exactement, Gloria ?» Son visage quand ma mère a répondu « Département de la santé du comté. » Il n'a pas changé, pas même un tressaillement. C'était plus effrayant que si elle avait froncé les sourcils. Marcus m'a serré la main sous la table et a murmuré « Elle est juste formelle. Laisse-lui du temps. » Je lui ai laissé 14 mois. Nous nous sommes fiancés un dimanche de mars. Marcus m'avait emmené dans une maison au bord d'un lac appartenant à sa famille. Des bougies sur le quai, le champagne déjà servi. C'était magnifique et j'ai dit oui sincèrement sans hésitation, car l'homme sur ce quai était l'homme que je pensais connaître. Ensuite, la planification du mariage a commencé et lentement, silencieusement, comme le brouillard qui s'installe avant que vous ne le remarquiez. Cet homme a commencé à disparaître. Pamela a choisi le lieu, pas l'espace de jardin extérieur que ma mère et moi avions regardé ensemble. Celui avec le treillis blanc et les fleurs sauvages qui se louaient pour un quart du prix. Pamela a choisi la salle de banquet du Fairmont, du côté de la ville. Celle avec le hall en marbre et les luminaires dorés. Celle où chaque détail coûtait le double de ce qu'il aurait dû. Elle a choisi le fleuriste, le traiteur, le photographe. Elle a choisi la palette de couleurs, champagne et ivoire. Après que j'avais déjà partagé ma préférence pour quelque chose avec du bleu marine. Elle l'a fait comme les personnes puissantes font ces choses, non pas avec des arguments, mais avec des actions. Au moment où j'ai réalisé que les choix étaient en train d'être faits, ils avaient déjà été faits. Chaque fois que je soulevais une inquiétude, Marcus avait la même réponse. Elle est excitée. René, laisse-lui ça. Après le mariage, tout reviendra à la normale. Je me suis dit qu'il avait raison. J'ai pris la décision calculée de laisser faire. Le lieu n'avait pas d'importance. Les fleurs n'avaient pas d'importance. La palette de couleurs n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le mariage. Les décennies après la fête, telle était ma logique. Et elle a tenu jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus, parce que ce que je n'avais pas compris, c'était ceci. Pamela ne planifiait pas un mariage. Elle menait une audition. Chaque fois que je cédais sur quelque chose, elle ne voyait pas de la générosité. Elle voyait de l'espace et elle continuait à le remplir. 7 septembre, 5h30 du matin. Je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant. Les mêmes rideaux que ma mère avait accrochés quand j'avais 11 ans. La même tache d'eau sur le plafond au-dessus du placard. La lumière du matin entrait de côté, douce et dorée, et pendant environ 3 bonnes secondes, je n'ai ressenti que du calme. Puis je me suis souvenu de quel jour on était. La cérémonie était à 13h. J'étais au Fairmont à 9h pour les derniers préparatifs. La salle était extraordinaire. Je dois accorder cela à Pamela. Des vases en cristal, du linge de maison ivoire, des bougies regroupées par 3 à chaque table. 22 tables rondes, chacune étant un monde petit et précis. La table d'honneur, la table 1, se trouvait directement devant l'estrade. Elle était dressée pour 10 personnes. C'était là que les 2 paires de parents devaient s'asseoir. Mes parents, les parents de Marcus, sa grand-mère, ma tante Dorothea. C'était le plan de table que j'avais examiné et approuvé 3 semaines plus tôt. Je me suis dirigé vers la table 1. J'ai pris le premier marque-place. Douglas Haye, Pamela Haye, grand-mère Vivienne, Robert et Diane Haye,
Preston Hay et son invité, Carter Hay, Thomas et Myriam Fairbank, les partenaires commerciaux de Douglas, et leurs associés. J'ai reposé le carton. J'ai vérifié la table suivante. Puis la suivante, j'ai trouvé mes parents à la table 16. C'était la dernière table avant le couloir de la cuisine, cachée derrière un pilier qui bloquait leur vue sur l'estrade. Les chaises ne correspondaient pas au reste de la pièce. C'étaient des chaises étroites et empilables, rembourrées mais clairement de second choix. Un porte-manteau avait été placé à 2 pieds de la table, recouvert des vestes du personnel. Le plafonnier bourdonnait. Je suis resté là, regardant ces marque-places. Earl Callaway, Gloria Callaway, et quelque chose dans ma poitrine s'est complètement, absolument figé. J'ai trouvé la coordinatrice de l'événement, une femme nommée Sheila, qui travaillait pour le lieu de réception près de l'entrée. J'ai gardé une voix calme. Qui a modifié la disposition des sièges à la table 1 ? Sheila a baissé les yeux vers son presse-papier, puis m'a regardé. Madame Hay a fait quelques ajustements ce matin. Elle a indiqué que la mariée avait été consultée. Je n'avais pas été consulté. Je n'avais pas été appelé. Je n'avais pas reçu de courrier électronique. On ne m'avait rien demandé. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment. Je n'étais pas hystérique. Je ne tremblais pas. Je faisais quelque chose que je m'étais entraîné à faire à l'hôpital. Je faisais un tri. Table 16 derrière un pilier, des chaises pliantes, un porte-manteau, une lumière bourdonnante. À 3 pieds de la porte de la cuisine. Si je ne disais rien, voici ce qui se passerait. Mon père, Earl Callaway, trouverait son marque-place à cette table et il s'assiérait sans un mot. Il plierait soigneusement sa veste sur le dossier de cette chaise pliante. Il afficherait un sourire, le même qu'il arborait quand l'immatriculation de la voiture était en retard, quand le toit devait être réparé et que le compte d'épargne n'était pas prêt pour ça. Et il me dirait que tout allait bien. Et ma mère s'assiérait à côté de lui et passerait toute la réception à faire semblant de ne pas entendre le bruit de la cuisine à 6 pieds de là. Et Pamela saurait. C'était ça le problème. Pamela saurait exactement ce qu'elle avait fait et exactement ce qui s'était passé quand elle l'avait fait. Et à chaque fête après cela, chaque dîner d'anniversaire, chaque réunion de famille, mes parents seraient toujours la table 16. Les personnes que vous placez derrière le pilier pour que les invités importants n'aient pas à les regarder. J'ai pensé aux mains de mon père. 31 ans sur un volant, tous les matins dans l'obscurité et tous les après-midi dans la poussière. Il avait maintenant de l'arthrite à la main droite, celle qu'il utilisait pour dire au revoir à 300 enfants tous les jours. Il avait acheté son costume en promotion dans un grand magasin 2 mois plus tôt et me l'avait montré comme s'il avait trouvé un trésor enfoui. Je suis allé chercher Marcus. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je sais que certains d'entre vous qui regardent ceci en ce moment pensent à leurs propres parents. Ceux qui préparaient vos déjeuners et s'asseyaient dans les gradins dans le froid de novembre et n'ont jamais demandé de reconnaissance. Si quelqu'un a déjà fait en sorte que votre famille se sente petite, écrivez « Ma famille est suffisante » dans les commentaires. Je lirai chacun d'entre eux parce que ce que Marcus m'a dit dans les 5 minutes qui ont suivi est la raison pour laquelle je ne regretterai jamais, pas une seule fois, ce que j'ai fait. Je l'ai trouvé dans la suite du marié, assis sur le bord d'une chaise en cuir, vérifiant quelque chose sur son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entré. Ce sourire facile, celui dont j'étais tombée amoureuse. Ta mère a déplacé mes parents à la table 16. Il a posé le téléphone face vers le bas sur le coussin. Elle a réarrangé quelques petites choses ce matin. Ce n'est vraiment pas grave. La table 16 est derrière un pilier, Marcus. Elle est à côté du porte-manteau près de la cuisine. Il a expiré lentement. Le genre d'expiration qui indique que vous avez répété cela. Les Fairbank sont à la table 1. Tom Fairbank est le plus gros investisseur que mon père a en ce moment. C'est une question d'affaires, René. Cela ne veut rien dire. Cela veut dire que mes parents sont assis derrière un pilier à mon mariage. Tes parents vont passer un excellent moment, peu importe où ils s'assoient. Non. Il s'est arrêté. Non quoi? Il a regardé la fenêtre. Ce ne sont pas le genre de personnes qui se soucient de ce genre de choses. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 secondes. Puis j'ai dit, c'est exactement ce que dit quelqu'un quand il pense que certaines personnes ne méritent pas de s'en soucier. Il s'est avancé vers moi, les mains sur mes bras, la voix baissée pour jouer toute la performance. Tu es stressé.
C'est le jour du mariage. Passons la cérémonie et je parlerai à ma mère demain. Demain. Encore ce mot. Demain après la fête des fiançailles. Demain après la fête prénuptiale. Demain après le dîner de répétition. Demain n'existait que comme un endroit où les conversations difficiles allaient disparaître. J'ai scruté son visage. J'ai cherché quelque chose de vrai. De la culpabilité, de la surprise, de l'inconfort, tout ce qui pourrait m'indiquer qu'il n'était pas au courant avant que je n'entre dans cette pièce. Il n'y avait rien. Pas un tressaillement. Il savait depuis le matin. Il le savait et il s'était habillé, avait vérifié ses cheveux et avait répondu à des messages sur son téléphone. Je suis sorti sans dire un mot de plus. Mais j'avais encore une porte à ouvrir. Le couloir à l'extérieur de la suite nuptiale longeait le côté du bâtiment. Je me dirigeais vers la salle de réception quand j'ai entendu la voix de Pamela venant de la petite salle de réunion près de la zone de préparation à l'étage. La porte était entr'ouverte. Je n'essayais pas d'écouter. J'étais juste là, debout. Sa voix en premier. Précise, mesurée, la voix qu'elle utilisait quand elle était la plus certaine d'avoir raison. Marcus, c'est une gentille fille. Je l'ai toujours dit. Mais les clients de ton père sont assis à cette table. Les Fairbanks sont avec nous depuis 15 ans. Tu ne peux pas asseoir un chauffeur de bus à côté de Tom Fairbank. Puis la voix de Marcus. Plus calme mais claire. Je sais, maman. J'ai géré la situation. Elle va se calmer. Elle le fait toujours. Elle ira bien. Elle ira bien. Pas, tu as raison. Nous n'aurions pas dû faire ça. Pas, je dois réparer ça avant qu'elle ne le découvre. Elle ira bien. Comme si j'étais un problème qui avait déjà été géré. Comme si ma réaction était le désagrément, et non la chose qui l'avait causé. Je me suis adossé contre le mur. Mes mains ne tremblaient pas. Quelque chose était devenu complètement silencieux en moi. Le genre de silence que je connais de l'hôpital. Le moment juste avant que quelque chose d'irréversible ne se produise, quand tout devient plus net. Un chauffeur de bus. C'est comme ça qu'elle l'avait appelé. Pas Earl. Pas mon père. Pas l'homme qui a conduit 300 enfants à l'école tous les jours pendant 3 décennies et qui n'a jamais laissé tomber un seul d'entre eux. Un chauffeur de bus. Comme si le travail résumait la personne entière. Comme si le travail était une réduction plutôt qu'une vie. Je me suis éloigné du mur. Je suis allé directement voir ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie, Cora, qui attendait près de la suite nuptiale et avait observé mon visage pendant la dernière heure de la façon dont on observe la météo. Elle m'a regardé une fois et a décroisé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit. Tout. La table, le plan de table, la réponse de Marcus et ce que j'avais entendu à travers la porte. 2 minutes. Sans pause. Cora n'a pas halté. Elle n'a pas dit, oh mon Dieu, ou qu'est-ce que tu vas faire, de cette manière qui relève plus du drame que du soutien. Elle a juste hoché la tête une fois lentement, comme si quelque chose avait été confirmé plutôt que révélé. D'accord, a-t-elle dit. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu me dises quelque chose d'abord. Le certificat de mariage. Nous ne l'avons pas encore signé, n'est-ce pas? Elle a réfléchi une seconde. Non. Pamela a fait de la signature toute une présentation. Après le dîner à la table des mariés devant tout le monde, Sheila a le document dans son dossier. Donc, légalement, la cérémonie est symbolique jusqu'à ce que ce papier soit signé et déposé. Elle m'a regardé fixement. Tu n'es pas encore marié, René. Pas tant que tu n'auras pas mis ton nom sur cette page. J'ai laissé l'information s'installer. Les vœux, les alliances, l'officiant, rien de tout cela n'était contraignant. Un document non signé. C'était tout. Cora a posé sa main sur mon bras. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Jusqu'au bout. Reste près de moi, ai-je dit. Je ne bougerai pas d'un pouce. J'ai trouvé mes parents 20 minutes avant l'ouverture des portes de la réception. Mon père se tenait dans le couloir à l'extérieur de l'entrée de la table 16, étudiant l'affichage du plan de table comme s'il essayait de résoudre un problème de mathématiques. Il avait trouvé son nom. Il savait.
Il a levé les yeux quand il m'a vu arriver dans le couloir dans ma robe, et la première chose qu'il a faite a été de sourire. La voilà, a-t-il dit. Tu es magnifique, René. Papa, ne fais pas ça. Il a levé une main. Simple, facile. Je sais où est la table. C'est très bien. Ce n'est pas bien, mon chéri. J'ai conduit un bus pendant 31 ans. Je me suis assis dans de pires endroits que derrière un pilier. Il l'a dit sans amertume, juste comme un fait simple et durable. Ma mère s'est approchée de lui, sa main trouvant son bras. Elle avait fait sa robe elle-même. Je veux que vous compreniez qu'elle avait passé 4 week-ends à modifier une robe de soirée qu'elle possédait depuis des années, remplaçant les boutons, reprenant la taille, ajoutant une bordure en dentelle à l'encolure. Elle me l'avait montré un jeudi soir, debout dans le couloir, tournant une fois lentement, demandant « Est-ce que ça rend bien ?» Elle était parfaite. Maintenant, elle se tenait dans un couloir à 2 pieds d'un porte-manteau, lissant le devant de cette robe à 2 mains. « Maman, ai-je dit. » Elle m'a regardé. Ses yeux étaient brillants, de la façon dont les yeux le deviennent avant des larmes qu'une personne refuse de verser. « Va te marier, a-t-elle dit doucement. Nous sommes juste ici. J'ai pensé aux 8 000 € que mes parents avaient virés à l'entreprise de restauration 6 mois plus tôt. L'argent pour la retraite de mon père, l'argent pour le compte d'épargne de ma mère accumulé lentement, délibérément pendant des années. Cela avait couvert la compte pour la nourriture. Chaque assiette, chaque plat, chaque coupe de champagne que 175 invités s'apprêtaient à boire. Sans ces 8 000 €, il n'y avait pas de dîner. Pamela avait mis les personnes qui avaient payé pour la nourriture derrière un pilier, près d'un porte-manteau. Je les ai serrés dans mes bras tous les deux. Mon père m'a tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Restez ici, ai-je dit. Je reviens tout de suite. Ma mère m'a appelé. René, ne fais rien. Je ne cherche pas d'ennui, maman. Je me suis retourné une fois. Je vais y mettre fin. Si vous avez déjà vu quelqu'un que vous aimez se faire discrètement repousser au fond d'une pièce et que vous avez senti tout votre corps devenir brûlant et immobile en même temps, tapez « Je vous vois » dans les commentaires. Parce que ce que je m'apprête à vous dire est la partie que je n'ai jamais racontée à personne en dehors de Cora et de mes parents. Et après ce soir, ce ne sera plus un secret. Les portes de la réception se sont ouvertes à 18 h. Le quatuor accorde à jouer un morceau de Pachelbel. Les invités ont afflué et ont trouvé leur place avec l'aisance de personnes qui étaient déjà allées dans de nombreuses salles comme celle-ci. Le côté a rempli les tables de devant sans effort, comme le font les gens quand ils ont toujours été devant. Le côté Danton. Mes proches, mes anciens voisins, les infirmières de l'hôpital, ma tante Dorothea, qui avait conduit pendant 4 heures, se sont dirigés vers le fond avec une sorte d'invisibilité polie et habituelle qui a fait mal à quelque chose dans ma poitrine. Le maître de cérémonie, un homme nommé Brett, qui était un frère de fraternité de Douglas et avait été choisi par Pamela, s'est approché du microphone. « Mesdames et messieurs, veuillez vous joindre à moi pour accueillir les familles de notre heureux couple. » Il a fait un geste vers la table 1. La famille aille. 8 personnes se sont levées. Pamela a levé sa flûte à champagne avec un sourire radieux et exercé. Douglas a hoché la tête, des applaudissements polis ont suivi. Brett a regardé sa carte. Il a continué. Et maintenant, accueillons nos mariés. Aucune mention des Callaway. Pas un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu le vieil ami de mon père, James, qui était venu de Mâcon en voiture, se tourner vers sa femme et dire quelque chose à voix basse. Elle a regardé la table 16, puis la table 1, puis à nouveau la table 16 et a froncé les sourcils. Les gens le remarquaient. J'étais debout près de l'entrée quand Pamela a quitté la table 1 et s'est dirigée vers le bar, son amie Diane à ses côtés. Leur chemin les a menés directement devant le porte-manteau, directement devant la table 16. Ma mère ajustait la dentelle à son encolure. Le fil de la bordure s'était légèrement relâché pendant le trajet. Elle essayait de le remettre proprement avec 2 doigts. Discrètement, comme elle faisait tout ce pourquoi elle ne voulait pas faire d'histoire. Pamela s'est arrêtée. Elle a regardé la robe de ma mère. Elle a regardé Diane. Et puis, un volume qui était conçu pour être techniquement privé mais parfaitement calibré pour porter, elle a dit, que Dieu la bénisse. Elle a vraiment fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Elle l'a dit avec un sourire. Le sourire qu'elle avait toujours,
celui qui ressemblait à de la chaleur mais qui fonctionnait comme un passage de frontière. Les mains de ma mère sont devenues complètement immobiles. Mon père a tendu la main sous la table et a pris la sienne dans la sienne. Il n'a pas dit un mot. Il l'a simplement tenue. Je travaille dans un hôpital depuis 7 ans. J'ai accompagné des patients à travers des choses que je ne peux pas décrire. J'ai vu des gens recevoir des nouvelles qui réarrangeaient leur avenir tout entier en 30 secondes. Je pensais avoir une idée de ce à quoi ressemblaient les pires moments. Mais regardez mon père, Earl Callaway, l'homme qui a conduit 300 enfants à l'école tous les matins pendant 3 décennies, qui réparait les gouttières de ses voisins et n'envoyait jamais de facture. Qui avait acheté un costume dans un grand magasin et me l'avait montré comme s'il avait trouvé de l'or. Le regarder s'asseoir sur cette chaise pliante derrière un pilier et absorber le mépris de cette femme tout en tenant la main de ma mère pour qu'elle ne pleure pas. C'était la pire chose que j'ai jamais vue. Parce que pour la première fois de ma vie, je l'ai vu honteux, non pas de lui-même, mais de la situation, d'être placé à un endroit qu'il n'avait pas mérité et dont il ne pouvait pas s'extraire par la discussion. J'en avais fini, complètement, de façon permanente, irréversiblement fini. Je me suis dirigé de l'autre côté de la pièce. J'ai trouvé Marcus au bord de la piste de danse, un verre à la main, riant de quelque chose que Douglas avait dit. Je l'ai tiré 2 pas en arrière derrière une colonne. Ta mère vient d'humilier la mienne devant les invités, à l'instant. Il a fermé les yeux une demi-seconde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle avait. J'ai gardé une voix neutre. À propos de la robe de ma mère, à son ami. À 2 pieds de l'endroit où mes parents sont assis. Il a passé la main dans ses cheveux. René. Ma mère ne réfléchit pas avant d'eux. Elle réfléchit à tout, à chaque syllabe. Tu le sais. Pouvons-nous s'il te plaît y aller? Dis-lui de s'excuser. Il a regardé à travers la pièce vers Pamela, qui riait maintenant, du champagne à la main, de retour à la table 1, où les Fairbank et les Hay étaient rassemblés comme un portrait de quelque chose. Il a regardé tout cela. La salle, les bougies, son père se penchant vers Tom Fairbank, toute la machine de sa vie fonctionnant exactement comme elle était censée fonctionner. Puis il m'a regardé et il a dit la chose qui nous a achevés. René, tes parents sont des gens résilients. Ils vont bien. Passons simplement le dîner. Il a réajusté sa veste. Il s'est retourné. Il est retourné à la table 1 et s'est assis sur sa chaise, et Pamela s'est penchée et a touché son bras, et il a pris son verre. Il a choisi. Il a choisi clairement, sans hésitation. Maintenant, c'était mon tour. J'ai marché vers l'estrade. Je ne me suis pas précipité. Mes talons sur le marbre, un rythme régulier, égal. Les têtes ont commencé à se tourner aux tables 2, puis 5, puis 9. Les conversations se sont estompées en séquence comme des lumières qui s'éteignent dans un quartier. Brett, le maître de cérémonie, était au milieu d'une phrase sur quelque chose des années d'université de Marcus. Il m'a vu monter et s'est arrêté. Oh, la mariée. Il a commencé à me faire signe de m'éloigner du microphone. Je l'ai pris de sa main. Il a lâché prise. J'ai regardé la salle. 175 visages, des verres en cristal, du linge ivoire, des assiettes de présentation dorées. Pamela à la table 1, le champagne levé, le sourire commençant déjà à se recalibrer. Marcus à côté d'elle, la mâchoire serrée. Douglas regardant la nappe. Au fond de la salle, derrière un pilier, mes parents. J'ai ajusté le microphone. Merci à tous d'être ici ce soir. Ma voix est sortie par les haut-parleurs, claire et égale. Aucun tremblement, aucune hésitation. 7 ans dans un hôpital vous apprennent à rester stable quand tout le reste s'effondre. Je sais que vous êtes venus célébrer un mariage et je vous dois la vérité sur ce qui se passe dans cette salle. La dernière conversation est morte. 175 personnes sont devenues complètement silencieuses. Je pouvais entendre la glace bouger dans un verre à la table 4. La plupart d'entre vous me connaissent comme la fiancée de Marcus. Mais avant d'être cela, et après ce soir, je suis la fille d'Earl et Gloria Callaway. Je me suis légèrement tourné et j'ai pointé du doigt vers le fond de la salle. Mes parents sont à la table 16. J'aimerais que tout le monde regarde la table 16 un instant. Toutes les têtes se sont tournées. 175 paires d'yeux ont balayé le bar, le buffet des desserts, le porte-manteau,
et on trouvait Earl et Gloria Calloway assis sur des chaises pliantes derrière un pilier avec un plafonnier bourdonnant. J'ai regardé les réactions traverser la pièce comme une vague. De la confusion, puis de la compréhension, puis la crispation particulière du visage quand une personne réalise qu'elle est témoin de quelque chose dont elle ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu. Tom Fairbank a posé sa fourchette. Sa femme a regardé Pamela, puis mes parents, puis a serré les lèvres. Le sourire de Pamela est devenu figé. Sa main sur la flûte à champagne a blanchi aux jointures. Il y a 24 heures, mes parents étaient assis à cette table, la table 1, la table d'honneur, où les deux familles sont censées s'asseoir. C'était la disposition que j'avais approuvée. J'ai laissé la phrase faire son effet. Ce matin, quelqu'un est entré dans cette salle et a retiré leur marque-place, les a remplacés, a déplacé mes parents à la dernière table de la salle, derrière un pilier, à côté d'un porte-manteau. Pause. Cette personne était Pamela Haye. Toutes les têtes de la table 1 se sont tournées vers elle. Elle est restée parfaitement immobile, le menton levé, le visage livide. Quand je l'ai découvert et que je suis allé voir mon fiancé, il m'a dit que mes parents iraient bien, qu'ils étaient résilients, que nous devions juste passer le dîner. Marcus s'est levé de sa chaise. René, ce n'est pas. Assieds-toi, Marcus. Il est resté debout pendant 4 secondes. Puis Douglas lui a touché le bras. Il s'est assis. J'ai aussi entendu en privé, par une porte qui était ouverte. Ma future belle-mère faire référence à mon père comme un chauffeur de bus, comme si c'était une explication à pourquoi il ne méritait pas une place à l'avant. Et j'ai entendu mon fiancé être d'accord. Tom Fairbank s'est reculé de la table 1. Pas de manière dramatique. Juste une distance délibérée et silencieuse d'1 demi-pouce. Alors, laissez-moi vous parler du chauffeur de bus. Je me suis tourné juste assez pour voir mon père dans ma vision périphérique. Il était penché en avant sur sa chaise, les deux mains à plat sur la table, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de la fierté, pas de l'inquiétude, pas le visage prudent et neutre qu'il arborait quand il me protégeait de quelque chose. Quelque chose d'ouvert, quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. Mon père a conduit l'itinéraire 14 pendant 31 ans. Il connaissait l'arrêt de chaque enfant. Il savait quels enfants avaient des parents qui partaient au travail avant que le bus n'arrive. Et il attendait les 30 secondes supplémentaires tous les matins pour que ses enfants n'aient pas à attendre seuls dans le noir. Il a de l'arthrite à la main droite maintenant. Il a acheté son costume pour ce mariage en solde et me l'a montré comme si c'était la plus grande trouvaille de sa vie. Une femme à la table 7 a pressé une serviette sur son visage. Ma mère a travaillé au département de la santé du comté pendant 26 ans. Elle aide les gens. Des gens qui n'ont rien. Des gens qui ont peur. Des gens qui ne parlent pas assez bien anglais pour remplir les formulaires dont ils ont besoin. Elle les aide à obtenir les soins qu'ils ne peuvent pas se payer. Elle a modifié sa robe pour ce soir elle-même à la main. Pendant 4 week-ends. J'ai regardé Pamela directement. Mes parents ont mis 8 000 € pour ce mariage. Ils ont économisé pendant des années. Cela a couvert la compte du traiteur. Chaque assiette que vous mangez ce soir, mes parents l'ont payée. J'ai laissé le calcul s'installer dans la salle. 175 personnes ont regardé leurs assiettes, ont regardé leurs verres, ont regardé le champagne et le flétan poêlé et le buffet de dessert qui attendait dans le coin. Et vous les avez mis derrière un pilier, à côté d'un porte-manteau. La salle s'est fracturée. Diane, la compagne de Pamela pour la soirée, s'est levée silencieusement et s'est déplacée 2 tables plus loin. Tom Fairbank a regardé Douglas avec une expression qui n'était pas chaleureuse. Ma tante Dorothea, assise à la table 14, s'est levée sans un mot. Puis James de Mâcon. Puis 2 des infirmières de mon service. Ils n'ont pas parlé. Ils se sont juste levés. Pamela a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Marcus fixait la nappe. J'ai levé la main et j'ai retiré mon voile. Je l'ai plié 1 fois, 2 fois. Je l'ai posé sur le bord de l'estrade, de la façon dont ma mère m'a appris à poser les choses avec soin, même quand on lâche prise. Je suis venu ici aujourd'hui pour commencer un mariage. Une vie construite sur le respect. Sur le fait d'être présent pour les proches de l'autre de la même façon que l'on est présent pour les siens. Ma voix n'a pas craqué. Je ne l'ai pas laissé craquer. Pas ici. Mais je ne peux pas signer mon nom pour un mariage où ma famille est traitée comme un handicap.
Je n'élèverai pas d'enfants qui apprendront que l'amour signifie avoir honte de l'endroit d'où l'on vient. J'ai regardé Marcus une dernière fois. Pas avec colère. Avec quelque chose de plus clair que la colère. Je mérite mieux qu'un homme qui reste silencieux pendant que sa mère qualifie mon père de catégorie au lieu de personne. Et mes parents méritent mieux que la table 16. J'ai posé le microphone sur le pied. Doucement, de la façon dont on pose un outil quand le travail est terminé, je suis descendu de l'estrade. La salle était absolument silencieuse. Mes talons sur le marbre, ce même rythme régulier, 60 pieds jusqu'au fond de la salle. Personne n'a parlé. Le quatuor à cordes était assis avec ses instruments sur les genoux. Mon père s'est levé quand je l'ai atteint. Ma mère pleurait, de ces larmes silencieuses qu'elle essayait toujours de cacher. Je les ai serrés dans mes bras tous les deux, juste là, entre le pilier et le porte-manteau. Cora est apparue avec ma veste et mon sac. Elle avait déjà appelé une voiture. Nous sommes sortis tous les quatre, passant devant le buffet des desserts, devant les tables silencieuses, devant 175 visages qui étaient venus célébrer quelque chose et avaient au lieu de cela été témoins d'une vérité. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Pamela, aiguë et cassante. Elle fait une dépression. Et les bruits de pas de Marcus qui se lançait à ma poursuite. René, attends. Je n'ai pas attendu. La porte s'est refermée derrière nous, et le dernier son que j'ai entendu de l'intérieur de cette pièce a été le claquement sec du verrou. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine de mes parents, la même que j'avais connue en grandissant. Du Stratifi rayé. Un pied bancal que papa avait calé avec une pochette d'allumettes pliée il y a si longtemps que la pochette était devenue structurelle. Maman a préparé du thé. Papa s'est assis en face de moi et n'a rien dit, ce qui était sa façon de tout dire. À 22 heures, Cora a appelé. Le certificat n'a jamais été signé. J'ai confirmé avec Sheila. Sheila a le document. Il n'a jamais été certifié par des témoins, jamais déposé légalement. René, tu n'as jamais été marié. Pas une seule seconde. Tu pars sans aucune attache. Je suis restée assise avec cette idée pendant un long moment. Puis un nœud dans ma poitrine s'est dénoué. Il y a plus, a dit Cora. Tom Fairbank est parti tôt, avant le dessert. Sa femme a été surprise en train de dire qu'elle avait toujours trouvé les haies difficiles et avait simplement été trop polie pour le dire. Et Douglas a appelé Marcus à 20h30, d'après ce que j'ai entendu, et ce ne fut pas une conversation aimable. Je n'ai orchestré rien de ce qui a suivi. Je veux être absolument clair. Je n'ai jamais appelé Tom Fairbank. Je n'ai jamais contacté qui que ce soit dans un conseil ou un comité. Je n'ai jamais publié un seul mot sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dit à personne en dehors de Cora et de mes parents ce qui s'était passé dans le couloir de la salle de réunion. Je n'en ai pas eu besoin. 175 personnes l'ont vue et 175 personnes sont rentrées chez elle et en ont parlé. 3 semaines après le mariage, le partenariat du groupe AI avec Fairbank Property est devenu silencieux. Le développement Méridien qu'ils avaient annoncé en août, celui que Douglas avait qualifié de plus grand projet de l'entreprise depuis une décennie, s'est arrêté. Je l'ai appris par Cora, qui l'a appris de son collègue qui s'occupait des dossiers commerciaux au bureau du comté. Pas d'effondrement dramatique, juste le retrait lent et délibéré d'un homme qui avait réévalué avec quel genre de personne il faisait des affaires. Pamela s'est retirée du gala de l'hôpital qu'elle présidait depuis 4 ans. Il n'y a pas eu d'annonce, juste un nouveau nom sur l'entête du comité en novembre. Les conséquences n'arrivent pas toujours avec du bruit. Parfois, elles viennent avec le silence, un nom manquant sur un programme. Un appel téléphonique non retourné un lundi matin. Le recalibrage silencieux de tous ceux qui regardaient. 6 semaines après le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain de mon appartement et j'ai pleuré. Pas par regret. Pas une seule seconde de regret, mais parce que ma vie venait de devenir infiniment plus compliquée, et la complication avait un visage que je reconnaissais. Maman m'a trouvé. Elle est entrée pour chercher des serviettes et a vu le test sur le comptoir, et s'est assise par terre à côté de moi sans qu'on le lui demande. Le carrelage froid, de mauvais genoux, à 4 heures du matin. Tu n'es pas seul, a-t-elle dit. Tu n'as jamais été seul. J'en ai informé Marcus par lettre, revue par Cora. 3 phrases. Je suis enceinte. Je garde le bébé.
Toute communication concernant les droits parentaux passe uniquement par un conseiller juridique. Ces réponses sont venues en 3 vagues au cours d'une nuit. La première suppliante, la deuxième menaçante, la troisième prédisant tout ce que j'allais perdre. 3 hommes différents de la part de la même personne qui n'avait pas pu tenir tête à sa mère pour une question de plan de table. L'affaire pour la garde est passée par le tribunal des affaires familiales. En Ohio, je veux dire en Géorgie. Les tribunaux favorisent la personne qui s'occupe principalement de l'enfant. J'avais un emploi stable, le soutien de ma famille, un historique clair. L'argent de sa famille n'était pas un argument juridique. J'ai tout déposé par les voies officielles. Pas d'appel téléphonique, pas de négociation, juste des documents et des limites. Ma fille, June-Marie Callaway, est venue au monde un mercredi matin au début du mois de mai. 7 livres 3 onces. Elle a mon nez et les oreilles de son père, et une voix qui montre qu'elle est venue ici pour être entendue. Callaway. Je lui ai donné mon nom. Le nom de mes parents, le nom d'un chauffeur de bus et d'une employée du département de la santé qui ont donné à leur fille tout ce qui comptait. Mon père l'a tenue en premier après moi. Après les infirmières, ses mains, celles avec l'arthrite, celles qui ont fait au revoir de la main à 300 enfants tous les matins pendant 31 ans, l'ont tenue comme si elle était faite de quelque chose de précieux. Il s'est tenu à la fenêtre, la lumière du matin sur son visage, et n'a pas parlé pendant une bonne minute. Maman a pris des photos, 51 photos. Je les ai comptées plus tard. Les dîners du dimanche chez les Callaway. 18 h. Comme toujours. La table est celle avec laquelle j'ai grandi. 6 chaises dépareillées. Pas de marque-place. Pas d'assiette de présentation. Pas de quatuor à cordes. Maman a préparé du poulet frit. La recette que Pamela avait un jour qualifiée de non appropriée pour un dîner assis. Une salade de pommes de terre faite maison. Du maïs doux, car June aime le tenir. Cora est là. Mon infirmière en chef, Patricia, vient maintenant aussi. Elle apporte un 4/4 chaque semaine et prétend que c'est parce qu'elle cuisine trop. Personne ne la croit. Personne n'y voit d'inconvénient. June est sur les genoux de mon père et essaie de lui enlever ses lunettes du visage. Il la laisse faire. Il la laisse toujours faire. Tu sais, lui dit-il, à voix basse et calme, comme s'il partageait quelque chose d'important. Ton grand-père conduisait le gros bus avant. Elle lui attrape le nez. Tout le monde rit. Je regarde autour de la table. Le plafonnier clignote un peu. Papa dit qu'il le réparera la semaine prochaine. La porte de derrière a un courant d'air que maman couvre avec une serviette pliée d'octobre à mars. Le papier peint se décolle dans le coin près du couloir. Pas de flûte à champagne, pas de hall en marbre, pas de lieu à 80 000 €. Mais chaque personne à cette table a choisi d'être ici. Absolument tout le monde est à sa place. Personne n'est derrière un pilier. Personne n'est près du porte-manteau. C'est ma table 1. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous dire quoi faire. Votre situation est différente. Votre point de rupture est différent. Votre table 16 est différente de la mienne. Et je ne sais pas ce qu'il vous en a coûté de vous asseoir là tranquillement. Mais si vous êtes dans une pièce en ce moment où vous êtes toujours à l'arrière, toujours près de l'entrée de service, où l'on vous fait toujours sentir que vous devriez être reconnaissant pour la chaise au lieu de demander pourquoi elle est derrière un pilier. Je veux que vous sachiez que vous pouvez vous lever. Vous n'avez pas besoin d'un microphone. Vous n'avez pas besoin d'une foule. Vous n'avez pas besoin d'un avocat qui attend dans le couloir ou d'un père qui sait comment remplir l'encadrement d'une porte. Vous avez juste besoin de savoir, au-delà du doute, au-delà de la culpabilité, au-delà de la voix qui dit « ne cherche pas d'ennui ». Que les personnes que vous aimez valent la peine qu'on s'attire des ennuis. Et si la personne que vous avez choisie reste silencieuse quand quelqu'un qualifie votre famille de catégorie au lieu de personne, cette personne ne vous a pas choisi. Elle a choisi la commodité. Elle a choisi la version de l'amour qui ne requiert aucun courage. Ce n'est pas de l'amour. C'est un plan de table. Je m'appelle René Callaway. J'ai 31 ans. Je suis infirmière, chef d'équipe et mère. Je vis dans un appartement de 2 chambres avec ma fille, June, qui rit comme un point d'interrogation, jette de la nourriture par terre et ne s'est jamais assise à une table où elle n'avait pas sa place. Mon père a conduit un bus pendant 31 ans. Ma mère aide les gens à remplir des formulaires qu'ils ne comprennent pas.
Et je n'ai jamais été aussi fier de l'endroit d'où je viens. C'est mon histoire. Maintenant, je veux entendre la vôtre. Si vous avez déjà dû choisir votre famille plutôt que le confort de quelqu'un d'autre, tapez le table 1 dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai pris la bonne décision ou la mauvaise, dites-le moi. Je veux savoir. Et encore une chose, je suis toujours avec une lettre de Richard Haye, le père de Marcus. Il m'a envoyé une lettre 4 mois après le mariage. Pas d'adresse de retour. Du papier à lettres épais. Il a dit qu'il me devait des excuses. Non pas pour ce que sa femme et son fils avaient fait, mais pour être resté silencieux quand il aurait pu parler. Il n'a rien demandé. Il a juste dit que si jamais il y avait un jour où j'envisagerais de le laisser faire la connaissance de sa petite fille, il en serait reconnaissant. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai mise dans le tiroir à côté du bracelet d'hôpital de June. Je n'y ai pas encore répondu. Le feriez-vous? C'est la chose que j'essaie encore de résoudre.